réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Les intervenants en petite enfance affiliés à la CSQ pourraient être en grève dès la semaine prochaine, ce qui laisserait en plan des milliers de parents qui devront se trouver des alternatives pour faire garder leurs enfants, leurs très petits-enfants. Une auditrice et maman nous a envoyé un courriel dans lequel elle s'inquiète des impacts de cette grève sur sa famille. Et on va lui parler dans un moment et je suis sûr là, que cette maman n'est pas la seule dans sa situation. Alors, si vous vivez des inquiétudes semblables, si vous vous demandez qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine si votre CPE est en grève, eh bien, écrivez-nous dans notre messagerie texte 98985 et puis on lira certains de vos commentaires. Alors, j'accueille avec plaisir Anne-Marie Belrose. Excusez-moi. Elisabeth Hayder, oui, voilà. Plutôt Elisabeth Hayder qui est notre auditrice et qui est une maman. Madame Hayder, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, Mme Hayder. Merci de prendre un peu de temps avec nous. On a lu votre lettre avec beaucoup d'intérêt. Vous parlez du sentiment d'angoisse là, que vous éprouvez à l'approche du 11 novembre, date où la grève dans les CPE devrait commencer. Expliquez-nous comment vous vivez là, cette crainte. Effectivement, dans le fond, c'est beaucoup d'angoisse pour moi, ma famille. On n'a personne d'autre pour garder nos enfants. On travaille à tous les jours pour pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants. L'annonce de la grève, c'était vraiment un choc, on peut dire. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux quelques semaines avant de recevoir l'infolettre. On a reçu l'infolettre le 28 octobre en nous inscrivant que les garderies vont fermer. L'heure de l'ouverture, ça va être décalé de 30 minutes la première semaine. La deuxième semaine, ça va être 1 heure. La troisième semaine, 1h30. Déjà, on est toujours dans le trafic, donc on se prend toujours d'avance pour se rendre au travail à l'heure. Et avec ça, vraiment, j'ai beaucoup d'angoisse à savoir comment envisager ça, comment ça va se passer pour moi, mes enfants, mon emploi. Est-ce que j'aurai des répercussions? Tu sais, au travail, on peut pas rentrer une journée, mais après ça, ça fait 2-3 jours. Dans tout ça, il y a aussi les faits qu'ils vont fermer pour une grève une demi-journée. Ils vont fermer peut-être une journée au complet pour aller faire la grève, mais on n'a même pas des dates pour pouvoir aviser nos employeurs. C'est vraiment une situation très inquiétante. Et là, vous craignez bien sûr des répercussions financières, là, parce que si vous devez rester à la maison pour vous occuper de votre enfant, puis que vous ratez du travail, ben il y aura probablement un chèque de paie qui va être moins élevé à la fin du mois. Exactement, parce que là, on est payé de l'heure, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Ça fait vraiment un gros impact sur une paye de quelqu'un. Puis quelqu'un qui vit de paye en paye, c'est pas évident. Tout le monde a des factures, tout le monde a des choses à payer. Et, déjà, le stress de la vie, c'est énorme. Et rajouter ça, je trouve que c'est un fardeau de plus qui est vraiment inquiétant. Vous savez, Mme Hayder, dans votre lettre, ce qui m'a le plus touché, c'est la connexion que vous faites avec la grève dans les écoles plus tôt cette année et l'an dernier également, là, vers le mois de décembre. Ça a été très dur pour les familles. Il a fallu que les gens se réorganisent. Et là, vous vous dites essentiellement ceci. L'an dernier, les écoles, cette année, les garderies. Mais quand est-ce que tout ça va finir? Exactement, parce que j'ai vu les grèves des écoles, les professeurs qui étaient au coin des rues, qui faisaient la grève toute la journée, toute la semaine. Je me dis, est-ce qu'on va être rendu là avec les CPE? Il y avait beaucoup de parents qui étaient mal pris avec leurs enfants, ils ne savaient pas quoi faire, ils perdaient leur travail, ils ne pouvaient pas aller travailler. Et là, si ça arrive dans les CPE, nous autres, on sera dans le même bateau. Et vraiment, la situation l'année passée, vraiment, c'était quelque chose pour moi. J'ai vu ça, j'ai eu de la peine pour les parents et je me dis, moi, maintenant, je vais être dans cette situation. Tu sais, à quel point ça peut déborder. Et vous comprenez quand même les revendications des éducatrices dans les CPE? Exactement. Moi, mon éducatrice, c'est une éducatrice en or. Je l'adore. Mes enfants l'adorent. Ça fait partie de ma famille, tu sais. Mais je me demande, eux, ils ont des droits, tout comme nous. Pourquoi pas les écouter? C'est eux qui s'occupent de nos enfants. Je suis sûre que dans le ministère de la Famille et
toutes les personnes qui s'occupent des CPE, ils ont des enfants, ils ont passé par là. Pourquoi avoir aucune réponse de le gouvernement sur leur syndicat? Pourquoi ils ne se font pas écouter? Excellente question. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Puis Elisabeth Heder, donc auditrice et maman, qui nous a écrit une très, très belle lettre là, qui nous a touchés. Et on était content de pouvoir lui parler. Je me tourne maintenant vers la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Elle s'appelle Anne-Marie Belrose. Madame Belrose, bonjour. Bonjour. Madame Belrose, est-ce que vous pouvez nous résumer les enjeux là, autour des difficultés à l'heure actuelle à renouveler votre contrat de travail? Oui, en fait, que ce soit pour nos CPE ou pour nos responsables en services éducatifs en milieu familial, on est à plus de 18 mois de l'expiration des conventions collectives et les négociations tardent à se terminer. Donc, ce qu'on souhaite, c'est accélérer la négociation, mettre en place des solutions pour avoir un contrat de travail et continuer de donner des services de qualité aux familles. Bon, vous en êtes où dans les négociations? Oui, en fait, pour notre secteur des RSE et des CPE, les mouvements sont un peu différents puisque ce sont deux tables distinctes, mais après plus d'une dizaine de rencontres, on a réglé les clauses plus normatives et on est rendu à l'étape de parler du monétaire. Mais malheureusement, on a eu l'offre du gouvernement au printemps dernier et depuis ce temps, rien d'autre, là, pas d'offre supplémentaire et on tarde à avancer. Donc, ce qu'on veut, c'est accélérer le rythme, puis avoir une autre offre plus intéressante et bonifiée. Qu'est-ce que vous demandez et qu'est-ce qu'on vous a offert sur le plan salarial? Oui, en fait, si on parle de la rémunération pour nos RSE, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas un salaire à l'heure. Ce sont une subvention. Rappelez-nous, le RSE, ça signifie quoi? Oui, une responsable en service éducatif en milieu familial. Okay. Donc une éducatrice. Des services dans un domicile. Oui, exactement. Donc, la responsable, elle reçoit une subvention. Puis avec sa subvention, elle paie tous les coûts d'opération. Donc, la nourriture, l'achat de matériel, donc toutes les dépenses liées à son service pour donner un service de qualité aux parents. Et depuis la dernière négociation, on a été frappé par l'inflation et malheureusement, il n'y a pas eu d'augmentation. Donc, pour l'instant, nos responsables opèrent à perte à certains endroits. Le panier d'épicerie a tellement augmenté qu'il faut augmenter selon l'inflation. Pour nos intervenantes en CPE, donc on demande une augmentation selon le corps d'emploi. Donc, on a, oui, les éducatrices, mais on a nos responsables d'alimentation. Donc, tout dépendant les corps d'emploi, là, l'augmentation varie, mais on veut un rattrapage là, aussi dû à l'inflation qui les a frappés. Bon, ces gens-là ne touchent pas une fortune là, à l'heure actuelle. Non, exactement. Si on prend l'éducatrice qualifiée, par exemple, lorsqu'elle sort du cégep, elle a une rémunération de 21,60 $. Donc, c'est largement insuffisant. On a beaucoup de témoignages de membres qui doivent travailler les fins de semaine ou les soirs pour être capables d'arriver au bout de la ligne. Donc, il faut absolument valoriser le diplôme. Et même au dernier échelon, après 11 ans, on atteint là, un 30 $, ce qui est insuffisant quand on pense que ce sont des gens qui ont un DEC, là, donc une technique d'éducation à l'enfance. Alors, qu'est-ce que vous demandez, là, par exemple, au sommet de l'échelle, 30 $, il faudrait que ça devienne combien pour que vous jugiez l'offre satisfaisante? En fait, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que nous, on a déposé nos demandes en septembre 2023. Hein. Donc, on est 1 an et demi plus tard et on n'en a pas parlé encore. Donc, quand on a déposé, on était collé sur nos collègues du secteur public. Donc, c'était une demande sur 3 ans avec les mêmes paramètres que nos collègues. Là. Donc, ça donnait plus ou moins un certain pourcentage selon l'emploi. Là, ce qu'on veut en ce moment, ce qu'on nous offre, c'est 12,7 % sur 5 ans et c'est largement insuffisant pour nous. Donc, 12,7 sur 5 ans. Alors, un petit peu plus que 2 % par année. 2,1, 2,2, 2,3 dans ces eaux-là. Exactement. En fait, on est 2 ans plus tard de l'expiration, hein, donc il faut reculer pour les premières années. C'est l'offre que le Front commun avait eue là, environ à mi-parcours de la négociation. Oui, tout à fait. Dites-moi on veut plus que ce qui est offert. Si un conflit de travail est déclenché, ça va ressembler à quoi? Là? On parle du 11 novembre. Il arriverait quoi le 11 novembre? En fait, nos responsables en milieu familial vont retarder l'ouverture tous les jours de 30 minutes chaque jour. Le vendredi de cette semaine-là, donc le 15 novembre, nos CPE, eux, vont ouvrir à 7h30.
Donc, c'est la première semaine et on va en progression là jusqu'à 4 semaines où on retarde l'ouverture pour nos responsables en milieu familial à la 4e semaine, une ouverture 2 heures plus tard, et les CPE, ouverture à midi la semaine du 2 décembre. Donc, on y va progressivement. On sait que pour les familles, c'est pas évident. J'ai entendu le témoignage de Mme Hébert, oui. Oui, exactement. Et on sait que ça va être difficile. Puis nos membres aussi, pour eux, c'est un grand geste de perdre de la rémunération. Personne ne veut faire la grève. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais malheureusement, on dirait que le gouvernement, c'est la seule façon qu'on a de se faire entendre. S'il accepte nos solutions, eh bien, il n'y en aura pas de grève. Mais malheureusement, à ce stade-ci, on ne reçoit pas cette réceptivité-là. Donc, pour l'instant, pas question d'une grève générale illimitée. Non, pas du tout. Pour nos responsables en milieu familial, c'est les 4 premières semaines. Ensuite, il y a 2 demi-journées ou une journée qui est possible. Les parents vont être avisés 2 semaines d'avance. Donc, ils auront le temps de trouver un plan B. Je sais que c'est difficile, mais quand même, ils auront du temps. On va leur communiquer l'information. Et pour nos CPE, à la fin des 4 semaines, eh bien, nous retournerons vers les membres voir quelle est la suite des choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Anne-Marie Belrose est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Alors, elle nous a bien expliqué la situation. Les CPE pourraient être touchés par un arrêt de travail, des arrêts de travail progressifs avec, au départ, une ouverture plus tard que l'heure habituelle. De façon, ça semble assez clair, là, à ce que les éducatrices et tout le personnel puissent, d'une part, continuer à travailler, puis aussi que les parents aient un peu d'air. Et là, on va voir si tout ça réussit à faire débloquer le dossier et amener le gouvernement à bonifier son offre. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. C'est la perspective de revoir Donald Trump à la Maison-Blanche et je suis curieux de savoir ce que mon prochain invité en pense. Il s'agit d'Éric Duhem, qui est chef du Parti conservateur du Québec. Monsieur Duhem, bonjour. Bonjour. Monsieur Duhem, comment vous réagissez à l'élection de Donald Trump? Mais d'abord, je ne suis pas angoissé du tout. Là. Je comprends que c'est un choix démocratique et pacifique qui s'est fait par nos voisins, notre principal partenaire économique. Et je pense que c'est toujours une bonne nouvelle là, quand les gens s'expriment démocratiquement. Puis ce qu'on a senti aux États-Unis, comme on le sent ici, comme on le sent ailleurs en Occident, c'est qu'il y a une volonté de changement présentement. Il y a un sentiment par de plus en plus de citoyens que leurs élites politiques sont déconnectées de leur réalité. Et tu sais, moi, aujourd'hui, ce matin, là, j'étais dans Bellechasse, là, puis je parlais aux gens, puis je distribuais des collants, mon char, mon choix, là. C'était du monde qui sont écœurés puis qui ont l'impression que l'épicerie coûte de plus en plus cher, l'hypothèque n'a pas d'allure, des jeunes qui n'auront jamais accès à la propriété. Beaucoup de sujets qui préoccupent aussi les Américains, là. Et ces gens-là, on voit le coût de la vie exploser, puis voient leurs moyens diminuer, puis ont l'impression que la classe politique n'est pas à leur écoute, puis ont envoyé un message très clair hier. Bon, vous trouvez aussi que le Québec devrait s'inspirer des politiques de Donald Trump en matière de fiscalité des entreprises. C'est ce que vous avez dit dans un communiqué là, qui a été publié aujourd'hui. En fait, on n'aura pas le choix. Les Québécois, là, on est l'endroit le plus taxé du continent. Donald Trump vient d'être élu avec un programme très ambitieux de remettre beaucoup plus d'argent dans le portefeuille des travailleurs américains. Et ça veut dire que l'écart entre le Québec et les États-Unis va s'accroître. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous dans le sens où les travailleurs, les jeunes, ils vont avoir une pression, ils vont avoir de plus en plus d'exode de cerveau, ils vont avoir une exode des capitaux, les investisseurs vont vouloir aller ailleurs parce que ça va être plus payant, parce qu'ils vont payer moins de taxes et d'impôts. Et le Québec va devoir s'ajuster. On ne vit pas déconnecté du reste de la planète. Au contraire, là, les échanges entre notre pays et les États-Unis, là, c'est 3,4 milliards de dollars par jour. Il ne faut jamais oublier ça. Et là, il va falloir qu'on soit fiscalement compétitif et qu'on ait un environnement là, qui soit similaire, puis que le désavantage d'être au Québec ne soit pas accentué. Est-ce qu'on peut être fiscalement compétitif et conserver le filet social qui est certainement une caractéristique de la société québécoise? Bien, il y a moyen de faire, écoutez, là, il y a moyen de faire mieux avec les ressources qu'on investit, puis il y a moyen de faire différemment. Là. Le modèle québécois, là, il bat de l'aile. Là. Regardez ce qui se passe dans le domaine de la santé. Là. Même si on met plus d'argent public, là, on voit qu'on n'en a pas pour notre argent. Puis la même chose est vraie dans plusieurs secteurs d'activité d'intervention du gouvernement. Des fiascos comme Nordvolt, là, puis mettre de l'argent dans des entreprises privées avec de l'argent public. Je pense que ça aussi, à un moment donné, il va falloir diminuer les dépenses. Donc, je pense qu'on a, avant de couper
les services aux citoyens, là, il y a beaucoup de choses que le gouvernement du Québec peut faire pour alléger le fardeau fiscal sans attaquer la qualité de nos services publics. M. Duhem, Donald Trump a évoqué des tarifs importants là, qui seront fixés par le nouveau gouvernement américain. Tout ça rend beaucoup de gens d'affaires au Québec inquiets. Le premier ministre Legault en a parlé également. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes-là ou vous trouvez que des tarifs sur la production québécoise imposés par les États-Unis, c'est somme toute peu de choses? Il faut s'inquiéter de ça. Puis d'ailleurs, il n'y avait pas juste M. Trump, même Mme Harris aussi avait un programme assez protectionniste, merci. Là. Mais elle n'a pas mentionné de tarifs, M. Duhem, par exemple. Non, pas des tarifs, mais il y avait quand même des mesures protectionnistes qu'elle mettait de l'avant. Là. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, ça, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure... attendez, vous m'avez dit au début que vous n'étiez pas inquiet par l'élection de Donald Trump. Mais Donald Trump parle tarifs et là, vous dites que vous êtes inquiet des tarifs. Alors, vous êtes inquiet ou vous n'êtes pas inquiet? Je suis pas inquiet de l'élection de Donald Trump, mais je ne veux pas qu'on ait de tarifs. Je veux que le Québec et le Canada négocie une entente pour qu'il y ait une exception québécoise et canadienne et s'assurer qu'on continue à avoir des bons échanges et expliquer à nos confrères américains que c'est pas à l'avantage des consommateurs américains de commencer à monter le prix des produits parce que les tarifs, ultimement, c'est les consommateurs américains qui vont les payer puis c'est les entreprises québécoises qui vont perdre des opportunités. Donc, je pense qu'il y a un travail qui va devoir être fait. Moi, je pense qu'il va y avoir une ouverture de l'administration américaine. Là. Le Québec, le Canada puis les États-Unis ont toujours eu d'excellentes relations commerciales. J'espère que ça va continuer. Et je pense pas que quand M. Trump parlait beaucoup de protectionnisme, c'était précisément le Canada et le Québec qui avaient en tête. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que vous savez que toutes les barrières qu'il voulait imposer, particulièrement avec la Chine, là, il était dans une guerre commerciale très grande avec la Chine. Puis je pense que même le Canada aussi est embarqué là-dedans. Si vous avez vu, nous aussi, on a monté nos tarifs par rapport à certains produits chinois. Donc, je pense que quand les annonces de protectionnisme, c'était pas précisément, ils visaient pas le Canada en particulier. Monsieur Duhem, je dois avouer que je suis étonné de vous entendre ça parce que je vous ramène aux premières négociations du renouvellement du traité de libre-échange quand Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2016. Je me souviens très bien qu'il avait alors dit « Je ne demande rien du Canada, c'est vraiment avec le Mexique que j'ai maille à partir puis que je veux régler des problèmes. » Et là, ce qu'on a appris par la suite, et vous vous en souvenez très bien, c'est qu'il a fait une entente avec le Mexique qui était à peu près secrète. Le Canada n'était pas très au courant de ces négociations parallèles-là. Et là, il s'est retourné vers le Canada et les demandes ont été extrêmement importantes au point où le gouvernement Trudeau, les gouvernements de l'Ontario, les gouvernements du Québec ont dû faire vraiment front commun pour essayer de faire pression auprès d'élus qui n'étaient pas des élus membres du cabinet de M. Trump pour essayer d'adoucir un peu la pilule. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce scénario-là, qu'on a déjà vu dans le passé, ne se répétera pas en 2025 ou 2026? D'abord, le Québec là, puis le Canada, on est dans un endroit qui a des ressources naturelles importantes. Les Américains ont besoin de ces ressources-là. Il y a des entreprises, qu'elles soient militaires, que ce soit l'industrie automobile. Il y a un paquet de domaines où les Américains ont un intérêt à ce que le Québec et le Canada aient des échanges importants avec eux. Ils ont besoin de nous. Et je pense qu'il va falloir faire valoir ça. Que c'est normal. Là. Je veux dire, chaque pays tire la couverture de son bord, puis tout le monde doit négocier. Mais je pense que c'est des partenaires qui sont quand même de bonne foi. On a la chance d'avoir un partenaire avec qui on a toujours eu des bonnes ententes au niveau des ententes de libre-échange. Et moi, je suis convaincu qu'on va être capable de trouver un autre compromis. Les Américains, là, oui, on a besoin d'eux pour notre économie, mais eux aussi sont dépendants de nos ressources puis de plusieurs de nos produits. Donc, je pense que ça va être important de faire valoir notre point. Puis il va falloir qu'on s'associe effectivement, comme on l'avait fait avec les autres provinces, avec le gouvernement fédéral. Il va falloir que le Canada parle d'une seule voix. Est-ce que vous croyez qu'on va être capable de préserver notre système de gestion de l'offre dans d'éventuelles négociations? Là, je veux juste rappeler pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec le concept, là, c'est ce qui assure des revenus adéquats aux producteurs de lait, aux producteurs de volaille, aux producteurs d'œufs. On sait que les Américains n'aiment pas ce système. Il est souvent remis en cause. À l'heure actuelle, le Bloc québécois voudrait en assurer la pérennité avec un projet de loi à la Chambre des communes. On sait, M. Duhem, puis je pense que vous êtes d'accord avec moi, que ce sujet-là va revenir sur la table des négociations. Ça revient tout le temps. C'est pas juste avec Donald Trump, c'est pas juste avec les Américains. Là. C'est toujours un problème. C'est un sujet qui est récurrent. Faut se rappeler, ou faut falloir rappeler aussi aux Américains que bon, c'est peut-être pas par la gestion de l'offre qu'ils le font, mais eux aussi ont des mesures très protectionnistes. On a des programmes de subvention à leurs agriculteurs. Ils subventionnent énormément leurs agriculteurs également. Donc, on peut discuter, puis c'est sûr qu'il y a toujours des discussions, puis il y a toujours des gens qui sont pas nécessairement contents, mais les Américains sont pas blancs comme neige dans ce dossier-là non plus. Là. Et puis la gestion de l'offre, c'est pas juste par rapport aux Américains. Là. Donc, je pense qu'il va falloir continuer à défendre nos agriculteurs. Cela étant dit,
je veux dire, c'est sûr que le gouvernement du Québec, la gestion de l'eau, il faut quand même le dire, c'est un domaine qui est une compétence fédérale. C'est le gouvernement fédéral qui va devoir mener les négociations à cet égard-là. En terminant, M. Duhem, on sait que Donald Trump veut expulser des millions d'immigrants illégaux au Québec. Déjà, le chef du Parti québécois s'en inquiète. Est-ce que une bonne partie de ces gens-là voudraient traverser la frontière vers le nord pour éviter l'expulsion vers le sud? Est-ce que ça vous inquiète, ça? Ben, c'est sûr que M. Trump a eu des mots très durs à l'endroit de l'immigration, particulièrement illégale. Et on va voir qu'est-ce qu'il va proposer, quand il va proposer ça dans les prochaines semaines. Mais il faut dès maintenant que le Québec et le Canada se mettent ensemble et aient un plan pour s'assurer que ces immigrants illégaux-là ne tentent pas de fuir vers la frontière au nord des États-Unis et qu'ils se ramassent chez nous. On ne veut pas se ramasser avec 4-5 nouveaux chemins Roxham. Je pense que ça sera un désastre. Et il faut s'assurer de savoir maintenant comment on peut mieux sécuriser nos frontières. Ça va. Il va falloir. Puis on peut pas le faire sans le fédéral. Là. C'est sûr qu'il va falloir le faire avec le fédéral, parce que même si c'est le fédéral qui est responsable de la frontière, vous savez comme moi, d'un coup, qui ont traversé illégalement, c'est le Québec qui se ramasse avec les problèmes pour assurer des services de santé, d'éducation, d'aide sociale à ces gens-là. Ça n'a aucun sens. Il y a déjà trop d'immigrants présentement au Québec. On n'est pas pour commencer en plus à ouvrir 4-5 chemins Roxham. C'est la dernière chose dont on a besoin. Merci beaucoup, M. Duhem. Toujours un plaisir. Au revoir. À une prochaine, Éric Duhem est chef du Parti conservateur du Québec. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. La victoire de Donald Trump a fait réagir beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, y compris l'humoriste et autrice Léa Streliski, qui a décidé d'effacer son compte Twitter ce matin. Léa Streliski est avec nous. Salut Léa. Salut! Léa, grosse décision. Tu as 70 000 abonnés sur ton réseau Twitter. Tu t'en sers pour faire la promotion de tes spectacles d'humour, de tes livres et tout. C'est un outil de travail important pour toi. Et aujourd'hui, tu te dis, c'est terminé. Pourquoi? Mais parce que c'était plus du tout un outil de promotion et c'est plus du tout ce que c'était en fait. Il faut se rendre à l'évidence là, depuis que Elon Musk a racheté Twitter. Twitter a juste dégringolé et c'est de plus en plus éloigné de sa raison d'être d'origine. Je pense qu'il y a énormément de gens qui aiment réfléchir et qui aiment s'exprimer, qui aiment suivre l'actualité, qui à l'origine trouvaient que c'était un outil extraordinaire. Puis c'était aussi un outil extraordinaire pour les blagues parce qu'on se souvient qu'on n'avait pas beaucoup de caractère. Moi, j'ai un esprit de synthèse, j'ai de la répartie. J'aime avoir un punch à la fin de ma phrase, donc c'était un outil qui était génial. Mais depuis qu'Elon Musk l'a racheté, c'est devenu il a pris plein de décisions qui ont fait que l'outil s'est dégradé petit à petit. Puis ensuite, hier, le clou dans le cercueil, ça a clairement été que Trump est passé. Puis je dis pas que c'est seulement, évidemment, grâce à cette plateforme, mais je veux dire, ça a été démontré et prouvé que cette plateforme, Elon Musk a fait en sorte que les algorithmes aident largement Donald Trump. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, il y a quand même des limites, là. Il y a des limites. Et dans ton message ultime, en fait, ton message, je pense que tu l'as publié sur Instagram, hein? Oui. OK. Alors, dans ton message sur Instagram, tu dis « J'ai effacé mon compte Twitter et les 70 000 abonnés qui allaient avec. À un moment donné, il y a des 1 de limite à nourrir la plateforme d'un fasciste avec mes pensées. » Tu utilises là, le mot « fasciste ». Oui, c'est un mot qui est fort, mais à un moment donné, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Je pense qu'on vit dans des temps dangereux et toxiques. Moi, faire des blagues, mes petites pensées, je pense que généralement, même si des fois j'émets des choses qui peuvent causer de la controverse, c'est quelque chose que je crée parce que j'essaye de créer de la joie autour de moi. J'essaye quand même de faire rire et tout ça. Puis, j'ai beaucoup de gens qui, par exemple, pendant la pandémie ou bien pendant les matchs des Canadiens, il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit que j'ai mis de la joie dans leur journée avec ça. Fait que moi, mes pensées, c'est quelque chose que je trouve qui est joyeux, mais là, si c'est pour alimenter la plateforme de quelqu'un qui est clairement une espèce de milliardaire fou autoritaire qui aide la pensée raciste, misogyne, transphobe, je veux dire, à un moment donné, il faut tirer la plug, là. Je veux dire, il faut se rendre à l'évidence que Twitter, c'est zéro ce que c'était. C'est rendu un outil de propagande dangereuse, là, je veux dire. C'est ça, Est-ce que tu as eu des réactions?
Oui, j'ai surprise à quel point. Au début, j'allais juste rien dire. J'étais comme, qui ça intéresse cette affaire-là? Le monde, ils vont se rendre compte que je suis plus là. Ils vont peut-être faire 1+1 dans leur tête, puis ils vont aller me suivre ailleurs. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'avais quand même beaucoup de gens qui me suivaient, puis je sais que j'ai des fans, puis j'ai des gens qui aiment ma manière de réfléchir, puis ma manière de voir la vie. Donc, je me suis dit, je vais au moins le dire sur Instagram, puis peut-être que ça va se rendre sur Twitter. Je vais le dire aux gens pourquoi est-ce que je me suis retirée. Puis, je suis surprise. Je suis surprise d'être en train de vous en parler. Puis, je suis surprise à quel point est-ce que les gens en ont eu quelque chose à faire. Voilà. Et moi, je suis une de ces personnes là, qui aiment beaucoup te lire sur Twitter, sur X. Tu m'as fait rire très, très souvent pendant les pandémies, pendant les matchs des Canadiens, comme tu le dis également, et en bien d'autres occasions. Alors, les gens qui te suivent et qui t'aiment là, à partir de maintenant, on te retrouve sur Instagram et je pense aussi sur TikTok. Oui, exactement. Puis c'est surtout que je suis en train d'écrire mon premier spectacle. Fait qu'à un moment donné, vous allez pouvoir me voir en vrai. Vous allez pouvoir me voir en vrai. Vous pourrez moins commenter ce que je dis parce que quand je suis la seule qui tient le micro, vous pouvez pas vraiment me parler. Mais vous pouvez quand même après, me suivre sur Instagram et sur TikTok. Puis éventuellement, vous pourrez venir me voir sur les planches très bientôt. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Je suis dans le sud de la France. Je suis désolé, j'ai pas dit à tout le monde que je partais. Je vais pas rentrer. Mais je m'excuse quand même de vous laisser tomber. Je suis disponible maintenant. Tu viens de la ville pour jouer au berger? Oui, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec, je suis québécois. Voilà. Catherine, c'est la bande-annonce du film Berger, dont la première est présentée ce soir dans le cadre du festival Cinémania. Et oui, et on reçoit la réalisatrice Sophie de Raspe et le comédien Félix-Antoine Duval. Bonjour à vous deux. Bienvenue. Bonjour. Berger, ça raconte... en fait, c'est l'adaptation d'un roman, D'où viens-tu Berger, de Mathias Lefébure. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui travaille dans une agence de publicité qui décide de tout plaquer pour en fait devenir écrivain, mais s'en va dans le sud de la France et veut devenir berger. Sophie, toi, on t'a offert de faire l'adaptation du film. C'est un beau cadeau, j'imagine, dans une vie. Quand on se fait offrir un projet de film? Je dirais que c'est un cadeau un peu comme ce que Mathias s'est offert, c'est-à-dire qu'il est parti avec beaucoup de romantisme, de candeur, de naïveté, devenir berger en France. Il a tout plaqué pour devenir berger en France. C'est beau dans une tête. C'est ça. On m'offre un roman qui est super, des producteurs chez Microscope qui sont expérimentés, des gens de qualité qui ont fait des très beaux films jusqu'ici. C'était tout beau et j'ai dit oui, naïvement. Et là, tu t'es retrouvée à aller filmer avec, je pense, c'est 2500 moutons que tu as filmé? Dans le plus grand troupeau qu'on a, il y a 3000 moutons. Il y a des déplacements. Vous promenez en montagne, il y a les villages. Oui, c'est un film aussi qui a mis des années de préparation. Bon, l'écriture du scénario, la préparation était immense parce que faire coordonner une équipe de tournage, un horaire, tous nos besoins à nous en habitation, le déplacement avec des bergers qui sont nomades, qui vont dans des montagnes peu accessibles. En même temps, nous, on voulait pas compromettre la beauté du film, donc on les voulait, ces paysages quasi vierges, mais bon. Avez-vous été bien accueillis? Oui. Ah oui. Oui. Oui, puis l'arrivée des comédiens précédait un travail de fond quand même, mais ça demandait beaucoup d'amitié. Ouais. Félix-Antoine, toi, tu as dû apprendre le métier de berger. Tu es allé faire un entraînement avant de tourner? Oui, mais j'avais regardé des petits reportages avant de partir parce qu'au Québec, on n'a pas tant le référent du berger, alors qu'en France, tout le monde sait que ça existe. Mais oui, je suis arrivé une dizaine de jours en Provence avant le début du tournage pour, me remettre du décalage horaire, ça va sans dire, mais pour avoir des répétitions, m'acclimater avec les brebis, créer un lien avec mon chien de berger. Puis ça a vraiment été capital pour pouvoir ensuite feindre l'incompétence à la caméra plutôt que d'être vraiment incompétent à la caméra. Mais Sophie, elle m'a dit que tu étais super en forme. Oui. Et c'est même toi, là, il disait, bon, mais là, tu vas aller tourner en haut de la montagne. Tu disais, on part. Puis l'équipe de tournage, c'était comme, oh mon Dieu, c'est difficile physiquement de faire ça. Oui, oui, c'est un métier qui est extrêmement physique parce que t'es à l'extérieur tout le temps, tu marches,
t'escalades un flanc de montagne pour pouvoir garder ton troupeau. Puis, oui, ben, je m'entretiens quand même. Je suis cascadeur à mes heures aussi. Puis j'ai fait beaucoup de randonnées en montagne dans les Chic-Chocs avec mon grand-père qui vit à Rimouski. Allô, papy, si t'écoutes ça. Mais oui, moi, tout ce qui est physique, j'aime bien. J'aime bien. Il fallait le retenir. Ah oui? Ah oui. Ouais. Félix, il part. Ouais. Mais c'était quelle montagne? On était en Savoie, donc dans les Alpes, près de Beaufort. Ouais. On nous a demandé de tenir la montagne secrète. Ah, OK. OK. Pour ne pas qu'elle devienne... De pèlerinage le pèlerinage, avec le film. Parce que c'est un petit paradis, mais c'est un endroit où, justement, il y a des moutons, il y a des vaches aussi. Mais, OK, je le sais parce que j'avais déjà eu cette discussion-là avec un autre cinéaste sur tournée avec des moutons, là. Tu sais, diriger un troupeau là, de moutons, là, ça se fait pas en criant pinotte. Non. Je veux dire, tu fais pas comme « Venez les moutons, on va vous filmer ». Il faut que tu t'adaptes un peu à eux. Mais c'est surtout que un troupeau ne va pas faire 2 fois la même chose. Donc, par exemple, en transhumance, lorsqu'on se déplace, nous, on suivait un berger qui marchait pendant 17 jours pour faire transhumer son troupeau de la Provence, le sud de la France, vers les Alpes en Savoie. Donc, on est dans les Hautes-Alpes. Là, il y a un des moments, nous, dans notre repérage, on décide que, OK, on va suivre telle partie qui nous intéresse visuellement. Il y a un village, on fait comment ça va faire des belles images, mais on sait que le troupeau, il va passer une fois dans le village. Nous, on préparait vraiment, OK, on aime la lumière dans cet angle-là, il va falloir que ça se passe le matin. Après ça, on court une fois que la tête du troupeau est arrivée pour rattraper une autre partie, puis on fait des petites mises en scène pendant le passage du troupeau, mais c'est une grande mécanique de préparation pour que cette chorégraphie-là fonctionne. On était beaucoup avec au Steadicam, donc très flexible. Puis on se déplaçait. Le troupeau peut ne pas passer où il a décidé de passer? Ben c'est ça. En fait, au bout de la traverse de village, il devait bifurquer puis aller dans une plaine pour manger, paître. Et il a décidé de passer par la station d'essence. Oui. Mais ça donne quelque chose de tellement splendide, cette espèce de spontanéité-là, parce que c'est une station d'essence qui sert à mettre de l'essence dans une voiture. Là, soudainement, l'utilité de ce lieu-là qui sert à être efficace, au final, ben, c'est mis en pause le temps d'un passage de troupeau de moutons. T'sais. Oui, mais tout est en pause. Les voitures sont en pause. Ouais. Puis d'ailleurs, même cette année-là, le village savait quel jour le troupeau allait passer à cause du tournage. Puis on était évidemment organisé avec la mairie et tout ça, mais d'habitude, ils savent que le troupeau va passer, mais ils ne savent pas quel jour et ça crée des casse-têtes parce que la circulation parce est que bloquée, quand le troupeau passe, la circulation est bloquée combien de temps? On ça a peut quand même 10 minutes, là, le temps que ça passe au complet. Oui, comme il faut. Oui. Ben oui. Avant qu'on se laisse, juste vous dire, c'est un peu un film sur... On met notre vie sur pause, puis on décide d'aller voir ailleurs si on y est. Hein? C'est à peu près c'est ce qu'on vit pendant le film, c'est de se dire, ben, des fois, je peux décrocher puis aller voir si je peux faire d'autres choses. Oui, comme c'est si bien écrit dans le roman, c'est à propos de faire faire coup de hache dans sa biographie. Ça, c'est les mots de Mathias. C'est les mots de Mathias. Ouais. Puis est-ce que l'expérience est concluante? Oh mon Dieu, les mots me manquent encore. Tout ce que je peux dire à propos de ça, c'est aller le voir sur grand écran parce que toute la préparation, justement, a donné lieu à des plans. Il y a des plans là-dedans qui valent des millions de dollars. C'est présenté ce soir en première au Festival Cinémania et en salle le 15 novembre. Si ça vous intéresse, ça s'appelle Berger de Sophie d'Erasme avec Félix-Antoine Duval. Merci. Merci à vous. Merci. Bon succès à vous deux.